Peter Sutcliffe est né le 2 juin 1946 à Bingley, dans le Yorkshire, en Angleterre. Bingley, une petite ville industrielle, était alors marquée par ses usines et ses rues pavées, un cadre typique de l'Angleterre d'après-guerre. La vie y était dure, surtout pour les familles ouvrières, comme celle des Sutcliffe. C'est un enfant solitaire, issu d'une famille ouvrière nombreuse. Ses parents, John et Kathleen, peinaient à joindre les deux bouts, et Peter, souvent laissé à lui-même, trouvait refuge dans ses propres pensées. Il était le plus jeune de 6 enfants, ce qui le rendait encore plus isolé dans une maison déjà surpeuplée. Il quitte l'école à 15 ans, sans qualification particulière. L'école n'était pas un lieu où Peter brillait. Il avait du mal à s'intégrer et à suivre le rythme des cours. Ses enseignants le décrivaient comme un élève réservé et peu motivé, ce qui le poussait à abandonner ses études prématurément. Sutcliffe enchaîne les petits boulots, sans jamais vraiment trouver sa place. Il travailla comme ouvrier dans une usine, chauffeur de poids lourds et même comme fossoyeur. Ces emplois précaires ne faisaient qu'accentuer son sentiment de ne pas appartenir à ce monde, le plongeant dans une spirale de frustration et de colère. Il développe une fascination malsaine pour la mort et la violence. Cette obsession se manifestait par une collection de coupures de journaux relatant des crimes violents et des meurtres. Il passait des heures à lire et à relire ces articles, nourrissant une curiosité morbide qui ne faisait que grandir avec le temps. En 1969, il rencontre Sonia Shurma, qu'il épouse en 1974. Leur relation semblait être une lueur d'espoir dans la vie troublée de Peter. Sonia, une enseignante d'origine polonaise, apportait une certaine stabilité et normalité à son existence. Leur mariage était simple, mais heureux, du moins en apparence. Derrière l'apparence d'un homme ordinaire se cache une personnalité sombre et perturbée. Peter menait une double vie, cachant ses pensées les plus sombres à sa femme et à son entourage. Il était capable de se montrer charmant et aimant, tout en nourrissant des pulsions destructrices. Sutcliffe nourrit une haine profonde envers les femmes, en particulier les prostituées. Cette haine, inexplicable pour ceux qui le connaissaient, était enracinée dans des expériences personnelles et des frustrations accumulées au fil des ans. Il voyait en elles des cibles faciles pour exprimer sa rage intérieure. Ses pulsions meurtrières ne tardent pas à se manifester. Les premiers signes de sa violence émergèrent dans les années 1970, lorsqu'il commença à attaquer des femmes dans les rues sombres de Yorkshire. Ces actes de violence étaient le prélude à une série de crimes qui allaient terroriser la région et marquer l'histoire criminelle de l'Angleterre. Le premier crime attribué à Sutcliffe a lieu en juillet 1975. Son attaque, d'une violence inouïe, laisse sa victime grièvement blessée, mais en vie. Sutcliffe s'en prend ensuite à d'autres femmes, les frappant à la tête avec un marteau avant de les poignarder. Ses victimes sont principalement des prostituées, mais pas exclusivement. La violence de ces crimes choque l'opinion publique et plonge le nord de l'Angleterre dans la terreur. Le Yorkshire Ripper est né. 13 femmes perdent la vie sous les coups de Sutcliffe. Ces femmes, issues de divers horizons, ont été brutalement arrachées à la vie par un homme dont la cruauté dépasse l'entendement. Chacune d'elles avait une histoire, une famille, des rêves et des espoirs qui ont été cruellement interrompus. Wilma McCann, Emily Jackson, Irene Richardson, Patricia Atkinson, Jane MacDonald, John Jordan, Yvonne Pearson, Helen Ritka, Vera Millward, Josephine Whittaker, Barbara Leach, Marguerite Walsh et Jacqueline Hill. Autant de noms qui rappellent la barbarie du tueur. Ces noms, gravés dans la mémoire collective, sont les témoins silencieux d'une époque marquée par la peur et la douleur. Les familles de ces victimes vivent avec le poids de cette perte, cherchant des réponses et une forme de justice qui semble souvent insaisissable. Sutcliffe ne se contente pas de tuer. Il sème la terreur dans les rues, transformant des lieux autrefois sûrs en zones de danger. Les femmes, en particulier, vivent dans la crainte constante de devenir la prochaine victime. Les autorités peinent à rassurer une population traumatisée, tandis que les médias alimentent la panique avec des récits détaillés des crimes. Il mutile également les corps de ses victimes, laissant derrière lui des scènes de crimes d'une atrocité sans nom. Les enquêteurs, confrontés à ces horreurs, travaillent sans relâche pour rassembler des indices et comprendre le mode opératoire du tueur. Chaque nouvelle découverte ajoute une couche de complexité à une affaire déjà terrifiante. Les survivantes, marquées à vie dans leur chair et dans leur âme, témoignent de la sauvagerie des attaques.
Leurs récits poignants révèlent non seulement la brutalité des agressions, mais aussi la résilience et la force nécessaires pour reconstruire leur vie. Les groupes de soutien jouent un rôle crucial, offrant un espace de partage et de guérison pour celles qui ont échappé à l'horreur. Ces femmes, bien que brisées, trouvent le courage de parler, de se battre pour la justice et de sensibiliser le public aux dangers persistants de la violence. Au fil des meurtres, la psychose s'empare du Yorkshire et des régions avoisinantes. Les femmes, terrifiées, n'osent plus sortir seules la nuit. La police, sous pression, met en place un dispositif de sécurité sans précédent. Des patrouilles de police sillonnent les rues, des portraits de robots du suspect circulent et des récompenses sont offertes pour toute information. La traque du Yorkshire Ripper devient une obsession nationale. L'enquête, menée par des centaines de policiers, est l'une des plus importantes et des plus coûteuses de l'histoire criminelle britannique. Les enquêteurs sont confrontés à un tueur méthodique et insaisissable, qui semble se volatiliser après chaque crime. L'absence de technologie moderne, comme l'ADN, complique la tâche des enquêteurs. Les témoignages sont souvent contradictoires et les fausses pistes se multiplient. La pression médiatique et politique s'intensifie, rendant l'enquête encore plus complexe. L'enquête sur le Yorkshire Ripper est marquée par des erreurs et des occasions manquées. Dès le début, la police a été submergée par la pression médiatique et les attentes du public. Les détectives ont travaillé sans relâche, mais des erreurs cruciales ont été commises. Sutcliffe est interrogé à plusieurs reprises par la police, mais il parvient à chaque fois à détourner les soupçons. Malgré des témoignages et des preuves circonstancielles, il réussit à échapper à la capture. Les enquêteurs, souvent fatigués et sous pression, manquent des indices essentiels. Des éléments de preuve, comme des empreintes de chaussures, sont mal exploités. Les empreintes trouvées sur les scènes de crime ne sont pas correctement analysées et des correspondances potentielles sont ignorées. La technologie de l'époque, bien que limitée, aurait pu offrir des pistes précieuses si elle avait été utilisée correctement. L'affaire prend un tournant inattendu en 1968 lorsqu'un homme se faisant appeler Wearside Jack envoie des lettres et une cassette audio à la police, revendiquant les meurtres. Ces lettres, écrites avec soin, et la cassette, enregistrée avec une voix distincte, semblent authentiques et détournent l'attention des enquêteurs. Cette diversion majeure détourne les enquêteurs de la bonne piste pendant des mois. Les ressources sont redirigées pour traquer Wearside Jack, laissant Sutcliffe libre de continuer ses crimes. Les détectives, frustrés et confus, se retrouvent à suivre de fausses pistes, ce qui retarde encore plus l'enquête. Les erreurs accumulées et les occasions manquées montrent à quel point une enquête peut être fragile et facilement déraillée. Le 2 janvier 1981, la chance tourne enfin le dos à Sutcliffe. Il est arrêté lors d'un banal contrôle routier à Sheffield. Dans son véhicule, la police découvre un marteau et un couteau, ainsi qu'une corde et un tournevis. Interrogé, Sutcliffe finit par avouer les meurtres. Il est formellement accusé des meurtres de 13 femmes et des tentatives de meurtre de 7 autres. Le Yorkshire Ripper est enfin démasqué. Le procès de Peter Sutcliffe s'ouvre le 5 mai 1981 à Old Bailey, à Londres. L'attention médiatique est considérable. Sutcliffe plaide coupable pour homicide involontaire pour cause de troubles mentaux, affirmant avoir agi sous l'emprise de voix divines. Le jury rejette sa version et le déclare coupable de 13 meurtres et de 7 tentatives de meurtre. Le 22 mai 1981, Peter Sutcliffe est condamné à la prison à vie, avec une peine de sûreté de 30 ans. Sutcliffe purge sa peine dans différents établissements pénitentiaires de haute sécurité. Il est diagnostiqué schizophrène paranoïde, mais sa responsabilité pénale n'est jamais remise en cause. En 2016, un tribunal statue qu'il ne sera jamais libéré de prison. Le 13 novembre 2020, Peter Sutcliffe meurt à l'hôpital, des suites de la Covid-19. Il a 74 ans. Sa mort met un terme à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire criminelle britannique. L'affaire du Yorkshire Ripper a profondément marqué l'Angleterre des années 1970 et 1980. Elle a mis en lumière les dangers auxquels étaient confrontées les femmes, en particulier les travailleuses du sexe, et a suscité des débats sur la violence masculine et l'efficacité de la police. Des livres, des documentaires et des films ont tenté de percer le mystère de Peter Sutcliffe et de comprendre les motivations de ses crimes. Son nom reste associé à l'horreur et à l'incompréhension.
En 2023, la mini-série The Long Shadow revient sur l'affaire du Yorkshire Ripper. Cette fiction, diffusée sur ITV, se focalise sur l'enquête et ses failles, mais aussi sur le calvaire des victimes et de leurs familles. The Long Shadow propose une réflexion sur la mémoire des victimes, trop souvent oubliée dans ce genre d'affaires. La série explore également l'impact des crimes sur la société britannique et les leçons à tirer de cette tragédie.